Si tu es optimiste, un jour, malheureusement, tu vas tomber sur la mauvaise personne dans ta vie. Celle qui va confondre ta gentillesse avec de la faiblesse. Celle qui va utiliser ton optimisme comme un hameçon pour te détruire. Il va te faire espérer quelque chose tout le long sans jamais te le donner. Parce qu'il sait que cet optimisme, c'est le moteur qui peut l'emmener à te manipuler et à te détruire. Pourquoi est-ce que les optimistes se font détruire, déchirer en amour? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et je pense que cette vidéo ne sera pas très plaisante à regarder. On se met d'accord, on va d'abord faire une petite démonstration pour comprendre comment ça fonctionne. À la fin, il y aura un exercice. Si vous avez bien compris la vidéo, l'exercice risque de transformer votre vie. Alors, avant d'aller plus loin, bravo. Les optimistes, c'est ce qu'on cherche, c'est une super qualité de vie, génial. Si jamais j'ai le choix ce soir entre voir un ami qui est optimiste et un qui est pessimiste, vers qui je vais aller? Bien évidemment, celui qui sera heureux, qui croit à tout. C'est quelqu'un qui va dire « oui, j'y crois, ça peut le faire, allez, on sourit, on va y arriver ». C'est ce que tu veux dans la vie. Il peut dire aussi, si jamais on réfléchit ensemble, il y aura moins de disputes dans le couple ou au travail. On peut trouver des compromis, des arrangements. Ou dans son couple, il peut dire, allez, on va aller voir un psychologue de couple, faire une thérapie ensemble, parce que je suis sûr qu'on va y arriver. Et ça marche dans plein de domaines. Sport, un optimiste cartonne, travail, amitié. Par contre, quand on parle de couple, ça va être la catastrophe. Et ce n'est pas du tout le résultat qu'il va obtenir. Alors l'optimisme, c'est beau. Allez chercher des citations dans Google, vous allez en trouver des tonnes. L'optimisme, c'est mieux que le pessimisme. Génial, assez facile. L'optimisme nourrit l'espoir. L'optimisme, c'est voir la vie à travers un rayon de soleil. L'optimisme est la foi qui mène au succès. Pour quelqu'un qui est optimiste, tout devient possible sur Terre. Le sport, la vie professionnelle, rien n'est impossible. Si tu es optimiste, un jour, malheureusement, tu vas tomber sur la mauvaise personne dans ta vie. Celle qui va confondre ta gentillesse avec de la faiblesse. Celle qui va utiliser ton optimisme comme un hameçon pour te détruire. Il va te faire espérer quelque chose tout le long sans jamais te le donner. Parce qu'il sait que cet optimisme, c'est le moteur qui peut l'emmener à te manipuler et à te détruire. Il peut te dire des phrases que je tire de mes coachings, qui sont des phrases réelles. Si jamais tu perds tant de kilos, alors je vais t'aimer. On sait comme c'est dur de perdre du poids. Et quelqu'un d'optimiste va se dire, si je ne suis pas dans ses goûts, si jamais mon physique doit changer, bien sûr, je peux faire ça. Parce que je suis optimiste, je peux y arriver. Ou encore, il va te dire, si tu fais ce sacrifice pour moi, alors notre couple ira bien. Déménage à tel endroit, laisse tomber tel type d'amis, change de métier, oublie toutes tes préférences, aime ce que moi j'aime. Imagine, un pervers narcissique pourrait te dire ça. Et ces compromis sont finalement pas quelque chose qui est fait ensemble, c'est toujours toi qui laisses tomber tes préférences pour lui. Il peut te dire aussi, si jamais je suis en colère, si jamais je crie, si jamais je suis toujours fâché, c'est à cause de toi. Et là, tu vas te dire, je suis optimiste, je suis positif. Bien sûr que je vais bosser sur mes émotions, je vais acheter des livres à ce sujet, je vais appeler un coach, je vais regarder des formations vidéo dessus, parce que je sais que je peux changer, je sais que je peux arrêter de faire crier cette personne. C'est peut-être de ma faute, il a raison, et je sais que je peux changer. Ton optimisme t'emmène à trop changer, à modifier complètement qui tu es intrinsèquement. Il peut aussi te dire, je t'aiderai un jour, d'ici là, c'est toi qui vas le faire. Tu vas payer à ma place, tu vas t'occuper des enfants à ma place. Tu vas ranger la maison, tu vas faire le ménage à ma place. Et un jour, je vais le faire. Et là, comme tu es optimiste, tu te dis, allez, c'est bon, je peux le faire. Parce que j'aimerais qu'on le fasse pour moi, ça veut dire que je peux le faire pour l'autre. Et puis tu peux te dire aussi, c'est ça le but d'un couple ou d'un mariage. C'est qu'on soit là pour le meilleur et pour le pire. Donc si ça se passe mal chez mon partenaire aujourd'hui, je peux prendre le relais. C'est une chose qui est bien naturelle parce que j'imagine que dans quelques années, si c'est l'inverse qui se produit, la situation, si elle est différente, c'est lui qui m'aidera. Malheureusement, tu remarqueras une chose, c'est que souvent, on fait des efforts pour l'autre et le jour où la situation change, l'autre il part juste. Il n'est pas là pour t'aider. T'es-tu déjà posé la question de pourquoi ça marche dans plein de domaines, mais pourquoi ça ne marche pas en amour? Avant d'y répondre, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et il y a aussi mon programme qui s'appelle « Trouver des hommes de qualité en 90 jours ». Le lien est juste en dessous. Il m'aura fallu des années pour trouver cette réponse que je vous livre en vidéo. La programmation vient de notre enfance, notamment de notre relation avec nos parents. Il y a une différence dans notre programmation personnelle de celle de notre programmation adulte. Attention, restez bien accrochés, je vous explique tout. À la naissance,
tu as appris l'amour. L'amour de ta mère, l'amour de ton père, de tes frères et sœurs. C'est là que tu as vu comment est-ce qu'on se comporte avec ceux qu'on aime. C'est là que tu as reçu et donné de l'amour. C'est là que tu as observé. C'est là aussi où tu as vu ce qui était acceptable ou pas acceptable. Et si jamais le modèle de tes parents n'était pas bon, il y a des chances que tu sois mal programmé aujourd'hui. Admettons que ton père ne donne jamais d'amour et que ta mère est toujours tentée de lui donner, mais que lui n'a jamais rien donné en échange. Ou admettons que ta mère soit absente ou dépressive. En fait, tu vois un schéma où l'un des deux donne, mais l'autre ne donne pas l'équivalence. Que ce soit des parents qui ne donnent pas assez d'amour, absents, ou des parents qui donnent beaucoup trop d'amour ou trop présents. Si jamais le schéma familial est un peu décalé, on arrive dans la vie adulte avec quelque chose qui n'est pas forcément bon. Et comprends bien cette chose suivante, c'est que ta découverte de l'amour personnel a démarré quand tu es né. C'est-à-dire, en gros, à un moment où tu n'étais pas capable de juger du bien fondé des choses. Admettons que, quand tu étais petit, ton père était souvent absent. Et tu t'es dit, si mon père est absent, c'est qu'il ne m'aime pas, ou que je dois faire plus d'efforts pour lui. Tu as pu confondre des choses, parce que tu venais juste de naître, tu étais tout petit, tu n'avais pas forcément les bons réflexes. Alors que ta vie pro, elle a démarré après 20 ans, statistiquement. Ça veut dire qu'au moment où tu as établi les règles de la vie professionnelle, tu étais déjà adulte. Tu avais déjà ta conscience et ta capacité de critique et d'analyse dedans. Ce qui n'était pas le cas quand tu étais petit. Et si ça se trouve aujourd'hui, ce n'est pas toi qui prends les bonnes décisions dans ta vie de couple, mais c'est toujours ces réminiscences de ce petit enfant qui prennent encore les décisions. On parle de l'enfant intérieur. Ce n'est pas moi, adulte, qui prends ces décisions, c'est toujours cette espèce de petit moteur d'enfance qui décide à ma place. Imagine un petit jouet qui serait remonté avec un ressort comme ça, avec des roulettes ou quelque chose qui est télécommandé. Quand il était petit, ce moteur fonctionnait. Et en principe, c'est quelque chose qui est censé s'arrêter à la vie adulte parce que tu es censé prendre tes décisions d'adulte dans ta vie amoureuse. Mais admettons que ce ressort soit très puissant ou que ce jouet électrique fonctionne très bien et qu'il fonctionne toujours aujourd'hui, ce moteur psychologique. Tu es peut-être encore aujourd'hui en train d'écouter ce moteur psychologique et d'agir par rapport à ton enfance plutôt que d'agir en tant qu'adulte. Si jamais c'est compliqué, si jamais tu as un doute, voici un exercice très simple. Je te pose des questions, on va imaginer ensemble. Admettons que tu possèdes une entreprise ou encore que tu sois chef d'équipe. Tu as 3, 4 ou 5 personnes dans ton équipe. Imagine ça, que tu sois salarié ou chef d'entreprise, qu'importe. On imagine. Tu es chef d'équipe, tu as 5 personnes dans ton équipe. Et l'une des personnes dans l'équipe te dit « Je ne fais rien aujourd'hui, mais par contre, je vais travailler bientôt. » Comment est-ce que tu réagirais par rapport à ça ? Tu dirais, écoute mon coco, écoute Jean-Michel, on va faire quelque chose de très simple aujourd'hui. Tu vas partir, prends tes affaires, t'es viré. Tu dirais à peu près ça, ou peut-être que tu laisserais quelques jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois avant de voir s'il se remet au travail ou pas. Si jamais un de tes salariés te disait, si je m'énerve, c'est de la faute du patron, c'est de sa faute si je crie. Peut-être que tu aurais un doute, mais si tu vois que personne d'autre n'est énervé dans l'équipe à part lui, c'est peut-être lui le problème. Ou encore, si jamais un de tes collègues de bureau te disait, t'as 5 kilos en trop, je bosserai pas tant que tu n'auras pas perdu ces kilos. Tu vas dire, waouh, ce mec passe au-delà de ses droits, il n'a pas le droit de dire ça. Alors, si tu le comprends dans ce domaine-là, on va aller sur quelque chose qui est un peu plus fin. Si jamais tu as un doute, parce que tu peux me dire, un couple, c'est pas un chef et un employé. Prenons un doute et on va prendre la situation inverse. C'est toi l'employé et ton patron te dirait, t'as 5 kilos en trop, ça va pas, change maintenant. Ou ton patron te dirait, moi je ne fais rien aujourd'hui, c'est toi qui as bossé à ma place. Ou alors, bosse et tu ne seras pas payé. Que tu sois chef ou employé, il y aurait un problème. Tu le verrais de manière immédiate. Si jamais ce n'est pas une personne hiérarchiquement au-dessus de toi ou en dessous de toi, imagine juste un collègue. Là, on est à égalité. On est dans la hiérarchie au même niveau. Si ton collègue de droite ou de gauche dans ton bureau te dit « t'as 5 kilos de trop, si je m'énerve, c'est de ta faute, je ne ferai rien aujourd'hui, c'est toi qui bosseras, allez, fais ça pour moi, et ça va mieux se passer », tu finirais par faire ses tâches à sa place et ça ne t'irait pas. Maintenant, pose-toi la question suivante. Si dans le monde de l'entreprise, tu le comprends parfaitement, demande-toi si on te parle avec le même respect dans ta vie professionnelle que dans ton couple. Réfléchis bien à cette question parce que tout va découler. Est-ce qu'on te parle avec le même respect dans ta vie professionnelle que dans ta vie privée? Est-ce que tes enfants te parlent avec le même respect? Ou est-ce qu'il y a une forme d'exception à cette règle? Est-ce que tu te dis, oui, mais ça n'a rien à voir. La vie amoureuse, c'est très différent. Si ta réponse c'est,
dans la vie amoureuse, ça n'a rien à voir, c'est qu'il y a un truc à bosser sur toi. C'est qu'il y a une fausse croyance chez toi. Le respect est quelque chose d'universel. On doit te montrer le même respect dans ton travail, dans tes amitiés et dans ton couple. Le respect est universel. Si tu penses qu'il y a une exception, c'est qu'il y a ce fameux jouet qui a été remonté avec un ressort qui se balade et qui fonctionne toujours aujourd'hui. Et pour finir, rappelle-toi de ce dicton qui dit « On te traite de la manière dont tu te considères ». Voilà mes amis, j'espère que ça aura été utile pour vous et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.